Et c'est parti. Tout va bien. On a un Marshall à terminer. Il y a quelqu'un qui faisait des commentaires sur le Facebook de la chaîne Guitare qui disait c'est le Marshall d'Halloween. Et oui, c'est le Marshall d'Halloween. Mérite bien son nom. J'ai préparé la... Alors, je vais vous montrer après, parce que là j'ai préparé la mise à feu. J'ai nettoyé tout ce que je pouvais. C'est pas une restauration, hein. Je fais pas une restauration, là je fais une réparation. C'est-à-dire qu'en fait j'ai travaillé sur tout ce qui paraissait louche et dangereux. J'ai pas les soudures qui sont moches mais qui tiennent bien et qui posent pas de problème. J'y touche pas. Parce que ce truc, pour le restaurer, il faudrait démonter tout le circuit, le nettoyer complètement. Enfin, il y aurait du boulot à faire. C'est pas le but de la manœuvre, là. Le but, c'est de le faire fonctionner d'une manière fiable, point barre. Peu importe l'esthétique, etc. Moi, je verrais bien beaucoup de... Alors, si on voulait le restaurer, il faudrait tout refaire de A à Z. Il faudrait le reprendre complètement. Mais avant, on va mettre le feu dedans, puis on va voir ce qui se passe. Donc j'ai tout préparé. Là, ici, je vais vous montrer. Là, je vais pouvoir monitorer tout ce qui se passe sur le secteur. Et ici, je vais vérifier la haute tension, voir si elle arrive bien. Là où il faut, sur les lampes de puissance. Après, on verra. En fait, là, il n'y a pas les lampes, hein. Il faut que je vous explique la chose. Quand on a un doute comme ça sur un ampli, on commence par enlever toutes les lampes et on l'allume. Et on regarde si toutes les tensions arrivent bien sur toutes les pins, etc., s'il n'y a pas quelque chose de louche. J'ai aussi vérifié, autant que faire se peut, le transfo de sortie, parce que j'avais un doute sur le transfo de sortie. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, je vous mets l'extrait que m'avait envoyé Brice quand il m'a demandé le dépannage. Voilà. Alors vous voyez, alors moi, en écoutant ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est les lampes de puissance. Mais les lampes de puissance, il les avait changées. Donc la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'était le transfo de sortie. J'ai aussi pensé à l'alimentation qui pouvait s'écrouler quand on tape un peu fort. En fait, il y avait ces deux possibilités. Moins l'alimentation, c'est une alimentation à diode, on n'est pas sur GZ34. Ça me paraissait moins probable qu'un transfo cramé. La bonne nouvelle, c'est qu'à la mesure, en tout cas, on ne voit pas tout à la mesure, hein, mais en le mesurant, il est dans les clous et il fonctionne. Si vous voulez savoir comment on vérifie un transfo de sortie, je vous renvoie vers la vidéo numéro 7 de Nico Chona sur la réparation de l'ampli à Nico. Voilà, c'est ça le titre, l'ampli à Nico. Là, j'explique comment on vérifie un transfo de sortie. Donc, j'ai un peu vérifié tout ce que je pouvais. J'ai vérifié toutes les résistances, les condensateurs, etc. Tout. C'est un ampli qui demanderait pas mal de travail pour en refaire quelque chose de décent. Mais bon, on peut le faire remarcher tel qu'il est, là, sans trop de problèmes. J'ai donc le monitoring du secteur. Et je vais vous montrer aussi. Et là, en bas, j'ai une lampe ballast. Dans le cas où
où il y aurait un court-circuit quelque part, où ça se passerait mal. J'allume. Alors, la lampe. Alors, vous fiez pas au téléphone. Sur le téléphone, elle paraît ultra brillante. Elle n'est pas du tout brillante. C'est le téléphone qui augmente la luminosité. Là, on est bon. Et là, on est sur une consommation, si on regarde ici, de 271,69 ampères, enfin, milliampères, pardon, 9,9 watts. Et alors, le voltage est un peu bas, il est à 194, parce qu'on a la lampe de ballast qui bouffe de l'énergie. Alors là, ici, pourquoi je n'ai pas de haute tension? Ah bah oui, j'ai pas enclenché le stand-by. Alors non, vous n'avez pas vu, mais quand j'ai enclenché le stand-by, il y a des condensateurs qui se sont chargés, donc la lampe a fait un petit flash comme ça. Donc tiens, je vais changer, je vais prendre une pointe de touche. Ah bah oui, vous pouvez pas voir, vous pouvez rien voir, j'ai pas commuté. Donc vous voyez là, 264 milliampères. Le secteur est à 192 volts parce que j'ai la lampe ballast qui rabaisse un petit peu le secteur. Je suis à 12 watts. Stand-by enclenché. Je vérifie ma haute tension. 465 volts. C'est très bien. 465 volts. Alors par rapport à la masse, je peux vérifier aussi. C'est de l'alternative, donc j'ai changé d'échelle. Là, vous n'allez rien voir. Je peux vérifier aussi les tensions de chauffage. C'est celle-ci. Hein. Alors là, j'ai 2,96. Et ici, j'ai 2,96 aussi. Alors, ça, ce sont des lampes, les filaments, on les met en série et on les alimente en 6,3 volts. Bon, là, j'ai deux fois 2,96 parce que la tension est basse, mais ça va augmenter quand je vais enlever la lampe ballast. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Comme ça, on va vérifier les tensions à vide tout de suite. Alors là, je suis passé, je ne sais pas si vous voyez, parce que le fil est très court. Je suis passé à 228 volts en 228 volts secteur. J'allume. Et alors, vous voyez là, je suis passé à 0,696, 89, on va dire 90, 0,690 milliampères. Ça montre bien que la lampe ballast est un régulateur de courant. La tension baisse, mais le courant, par contre, c'est drastique. Hein. Ce qui est normal, d'ailleurs, puisque c'est une lampe à incandescence comme ça, c'est quasiment un court-circuit. Alors, on va regarder la haute tension, 538,36, ça se balade, volts, ce qui est parfait. À vide, hein, c'est normal. Hein. Et ensuite, je suis sur 20 volts, les tensions de filament. 3,51, c'est parfait. Mes tensions sont bonnes. On va vérifier aussi la tension de bias. Donc la tension de bias est une tension négative qui doit être dans les moins 50 volts. Non, je me trompe, c'est là. Écoutez, on est à moins 41 volts. Vous voyez là, ici, moins 41 volts. On va dire que c'est bon.
J'aurais préféré, je crois me rappeler que sur les marchas c'est plutôt moins 50 volts, mais je suis pas sûr. De toute façon, on va mettre les lampes dessus, et puis on va vérifier ce qui se passe. Et on regardera donc si le bias est correct. Là, pour l'instant, j'ai toutes mes tensions sont bonnes, tout est bien, on est dans les clous. Donc, l'étape suivante, c'est de mettre les lampes, et puis ben, on va voir ce qui se passe. J'espère normalement, on ne devrait pas découvrir d'horreur, mais bon, sous tension, c'est bien de vérifier toutes les tensions, vérifier le transfert de sortie, etc. Mais après, quand on met le jus, des fois, il peut se passer des problèmes, comme c'est des hautes tensions, il peut se passer des problèmes d'isolation, surtout dans le transfert de sortie. En chauffant, il peut avoir une tendance à se mettre en court-circuit, ça je l'ai déjà vu. Donc on croise les doigts et puis on va tester ça. Hop, hop. Je vide les condensateurs avant de faire quoi que ce soit dans l'ampli. Et je le débranche. Je rappelle que c'est toujours très dangereux. Alors j'ai mis toutes les lampes et je vais vous montrer en vidéo. J'ai mis aussi la mesure de bias. Donc je vais l'allumer. Et on va avoir, normalement, on va voir le courant monter progressivement. Pas progressivement. Oui, si, progressivement quand même, parce que malgré les diodes silicone, les lampes prennent le temps de chauffer. Donc on va voir ce qui se passe. J'ai pas mis de HP ni de résistance en sortie, parce que là pour l'instant on n'en voit pas de modulation. Donc voilà, c'est parti. On va regarder si les filaments s'allument. Ouais, ils s'allument apparemment. Ouais, ils sont allumés. Les filaments sont allumés. Voilà. Oh là là. Regardez ici, là. Le courant de bias. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Hop, 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 on coupe. J'ai coupé la haute tension. Alors, il y a quelque chose qui se passe de très louche. J'ai un côté, c'est lequel? Le A, qui arrivait à plus de 100 mA. J'aime pas ça du tout. Alors, je vais le retourner. Et puis, je vais mettre le bias au minimum. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer, si j'y arrive, ça. Je vais mettre le jus. Je mets le stand-by direct sur on. Hein. Je mets le jus et je me tiens prêt à baisser le bias dès que je vois que ça va monter trop vite. Alors, il y a une chose qui ne me plaît pas du tout. Là, j'ai baissé le bias, hein, parce qu'on passait au-delà de 100 mA sur le canal A. Vous voyez le A ici en bas, A et B. Donc là où j'ai mis la mesure A, c'est-à-dire celle de gauche, vous voyez là ici, A et B. J'arrivais à plus de 100 mA. Là, on est à 40 de ce côté-là, 50 pardon, de ce côté-là. Il y a une différence. Pourtant, j'ai mesuré les lampes. Et j'ai pas vu, j'ai trouvé qu'elles étaient bien appairées. Alors on peut constater une chose quand même, c'est que tel qu'il était réglé, moi j'y ai pas touché, hein, tel qu'il était réglé, on avait le bias explosé. Bien au-delà des 70 mA qu'on accepte pour une L84. Parce que là je ne sais même pas à combien, puisque j'étais full
L'aiguille, elle tapait sur au-delà du 100 milliampères, pardon. Et peut-être qu'elle était à 120, j'en sais rien. J'ai coupé quand j'ai vu que ça montait vraiment de trop. Je vais quand même faire quelques petites mesures. Là, on a 502 volts de haute tension. C'est un peu élevé, mais bon, elle supporte, hein, les EL34, ça va. C'est un peu élevé par rapport à ce que j'ai lu sur les schémas, mais c'est pas dramatique. Donc ça me dérange pas. Je vais mesurer les tensions de bias en essayant de ne pas faire de court-circuit, s'il vous plaît. Voilà, je vais mettre une pointe de touche. Et je vais regarder ma tension de bias sur les lampes. Donc là, je me mets sur le canal A. Là, je suis bon. Là, je suis à moins 40 volts. OK. Et là, je suis à moins 40 volts aussi. Les deux côtés du push-pull ont le bon bias. Alors, en chauffant, regardez. En chauffant, là, on arrive à 58 de ce côté-là, bon, avec un peu l'erreur de parallaxe. Et presque 50 de ce côté-là. Donc on a 8 milliampères de différence. Ça commence à être acceptable, bien que si le... Alors peut-être que le quartet est mal appairé. Peut-être. Je vais revérifier les lampes, mais ce que je vais faire, en fait, ça va... Comme ça, on va être sûr. Je vais permuter les lampes pour voir. Donc on se rappelle, on est à 60 de ce côté-là et à 52 de ce côté-là. Donc on a 8 milliampères de différence. C'est à peu près pareil, sauf qu'en chauffant, on se rapproche. Il n'y a pas une telle différence. Hein. Il n'y a pas une telle différence. J'aimerais bien regarder. Donc on est à 60 milliampères et on est au minimum, hein, là. Donc moi, je suis pour enlever la résistance qui a été mise, rajoutée là, et avoir un bias un peu plus bas. On va voir, il y a encore des choses à explorer. Je regardais ma bias table pour 500 volts. En haute, on est à 35 milliampères. En average, on est à 30 milliampères. Et en cool, on est à 25 milliampères. Donc on est trop haut là. Donc je vais changer la résistance là, ici. Et on va encore baisser le bias. Vous voyez, c'était de la folie quoi. Le bias était complètement explosé. Les pauvres lampes, ça devait chauffer là-dedans. En plus, comme Brice joue à Donf, on était mais hors caractéristique. Le bias était à fond. Là, je suis au minimum et je suis pas encore bon. Truc de débile, quoi. Voilà, donc je mets une résistance. Je vais adapter une résistance pour avoir un bias qui est à peu près au milieu, réglé au milieu. Comme ça, on a de la marge à droite et à gauche. Je vais le régler en average. Et puis, voilà. Donc là, ça tourne plutôt pas mal. Je vous montre ça. Alors, j'ai fait le choix de le régler à 35 milliampères, c'est-à-dire 70%. Alors, la différence à chaud, la différence entre les deux canaux disparaît complètement. Donc, peut-être qu'il y a une résistance quelque part, qui en chauffant change un peu de valeur, etc. De toute façon, je ne suis pas là, comme je l'ai dit, pour restaurer cet ampli. Je suis là pour le faire marcher, point barre. Donc, il fonctionne très bien, là. Donc, j'ai changé la résistance de bias pour l'apaiser encore un peu plus. C'est évident qu'il était biaisé, mais hors contrôle. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait cramé. On a de la chance, on n'a pas cramé le transfo de sortie. C'est une très bonne chose. Il me reste encore tout de même, avant de crier victoire, un dernier test à faire. Je vais envoyer de la modulation, 1000 Hz à 300 mV sur l'entrée.
Et puis on va tester, on va voir ce qui ressort sur une résistance de charge de 8 ohms. Là j'ai 8 ohms, je pourrais le mettre sur 16 ou sur 4, ce serait pareil. On va regarder un peu la gueule du signal, ce qui rentre, ce qui sort, et puis voir s'il n'y a pas un problème, un accrochage. Il y a des accrochages HF des fois qu'on ne voit pas, et puis que l'on découvre à l'oscilloscope, et un accrochage HF, ça peut tuer un ampli. Je prépare la toute dernière mesure. Alors ce sera la toute dernière mesure avant le test à la guitare. Je regardais à l'oscillo là pour arriver à une saturation qui se voit sur la sinusoïde. J'arrivais à plus de 100 watts. Ce qui prouve bien que j'ai remarqué l'impédance des transfos de sortie de tous les Marshall est assez basse. À mon avis, je n'ai pas calculé, mais il doit y avoir un rapport assez élevé. Et on crache vraiment très fort à la sortie. J'ai pris le parti, par rapport à la table de bias, de le régler cold. Parce que, et en le réglant cold, on est déjà à 95 watts. Bon, j'ai pas. En plus, j'ai tous les réglages présence, basse, aiguë à midi. Il faut voir quand même que c'est une sinusoïde, donc c'est comment. Dans la réalité, le son, lui, il n'est pas aussi puissant, entre guillemets, c'est pas une question de puissance, mais il n'est pas aussi constant qu'une sinusoïde comme ça, et que donc on va moins solliciter l'ampli. Là, je suis, on va dire, à 1,5. Écoutez, ça marche. Je ne vais pas passer trop de temps sur cet ampli, je peux faire un petit bilan. Le bilan, j'ai baissé le volume là. Non. J'ai eu la mauvaise idée là sur cette guitare, mauvaise ou bonne, on me dit que c'est bien aussi, de mettre un verrouillage sur le jack. Donc il faut pas oublier de pousser pour sortir le jack, sinon il sort pas. Donc en conclusion, j'ai tout de même beaucoup baissé le bias, ça énormément. Je veux dire, on était, mais on explosait le truc. Il devait être réglé à 250 watts ce machin. Donc comme Brice joue quand même très très fort. Alors l'avantage de baisser le bias, c'est aussi qu'on remonte le seuil de distorsion. Donc on va distordre beaucoup plus tôt et à puissance moindre. Donc ça c'est intéressant pour si vous voulez pas vous exploser les oreilles, vous baissez le bias à mort et vous aurez de la distorsion qui arrivera beaucoup plus tôt. Bizarrement, vu l'état des potentiomètres, il n'y en a pas un qui crache sauf le présence, mais présence j'ai l'impression qu'il y a du continu qui passe dedans. C'est pas grave, de toute façon on n'y touche pas en jouant. Je passerai un coup de bombe quand même dessus. Donc voilà, cet ampli refonctionne. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas un problème de transfo de sortie. Donc après, il faut bien comprendre une chose. C'est quelqu'un qui a fait un commentaire qui a soulevé le problème. Le son va pas être pareil. Ben non, le son va pas être pareil. Vous imaginez bien que la saturation qu'il devait y avoir avec le bias poussé à mort, etc., ça devait être horrible. C'est pour ça qu'il me disait j'ai un son de Van Halen. Mais Van Halen, lui, il avait un système pour baisser la tension secteur, un rhéostat, ce qui fait qu'il faisait en fait fonctionner l'ampli dans une plage
pour laquelle l'ampli n'est pas faite. Et il y a un sweet spot où la distorsion est très intéressante quand on fait ça. Là, on était à l'inverse de ce système. C'est-à-dire qu'on était hyper biaisé et donc ça devait saturer. Truc de folie, quoi. Il va pas retrouver le même son, ça c'est pas vrai. Alors moi je m'étais dit, je ne touche à rien de ce qui a été changé dans cet ampli, sauf si ça met en péril la vie de l'ampli. Donc le bias, parce que là il y a pas, je veux dire, on peut pas, je pouvais pas recommencer. On va recramer des résistances, on va tout recramer encore si j'avais laissé comme ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Je pense que si on ne le faisait pas tourner à pleine puissance, bon bah ça allait, quoi. Mais si, comme Brice, on le met au taquet, bon bah là on le mettait au taquet, là. Voilà. Donc l'importance du bias. Faites attention quand vous achetez des amplis d'occasion, faites gaffe qu'ils ne soient pas bricolés dans cet état-là, parce que d'extérieur, on ne voit rien, quoi. C'est vraiment... pour moi, l'idéal, quand on achète un ampli d'occasion comme ça, surtout qu'ils ne doivent pas être donnés, ceux-là, vu qu'ils sont un peu anciens, c'est d'ouvrir et de regarder à l'intérieur comment c'est, quoi. Voilà. Bah écoutez, à plus. Alors... Je vais vous faire une petite photo de famille des Marshall que j'ai derrière. Et puis bah, le prochain coup, on attaque un autre Marshall. Mais alors celui-ci est très propre, très beau d'ailleurs. Un point, vraiment super. Allez, bye bye.